Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Près de 3 semaines après son retour en Côte d'Ivoire, sa terre natale, Laurent Gbagbo continue de susciter des réactions. Muet depuis l'accueil triomphal du 17 juin, le gouvernement ivoirien a assuré que le père fondateur du Front populaire ivoirien n'est soumis à aucune restriction des autorités en place. Pour Kémy Séba, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va certainement mettre fin à la France-Afrique qui a pris ce pays en otage. Suivons maintenant l'analyse de la situation par Kémy Séba, qui est sur le plateau de Vox Africa. Suivons. Le plaisir est pour nous de vous retrouver sur Afrique Libre. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 sujets feront objet de ce numéro de notre émission, dont le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, puis l'avenir de la France-Afrique. Je serai en co-animation avec Senami Kousiwede, à qui je dis bonsoir. Ça va, Maoulé. Vous allez bien? Ça va, Maoulé. D'accord. Et nous sommes en compagnie de notre chroniqueur politique, Kémy Séba. Bonsoir. Bonsoir, Maoulé. Vous allez bien? Comme toujours. D'accord. Inculpé par la Cour pénale internationale en novembre 2011 pour 4 chefs d'accusation, dont entre autres crimes contre l'humanité, l'ex-président Laurent Gbagbo revient sur ses terres en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021 après 10 ans d'absence. Kémy Séba, que pensez-vous de ce retour de Laurent Gbagbo et l'impact que cela pourrait avoir sur l'avenir politique en Côte d'Ivoire? Ma chère Maoulé, mon cher Senami, bonsoir. Bonsoir, Kémy Séba. Je pense que on n'imagine pas à quel point le retour du président Laurent Gbagbo est symbolique, non pas seulement pour les Ivoiriens, mais pour les Africains du continent et de la diaspora dans leur globalité. L'histoire de notre peuple s'est forgée sur l'exil forcé, à travers la déportation d'une grande partie des nôtres, arrachés à leur famille et tout ce qui s'ensuit. L'arrestation, le kidnapping, parce qu'il faut appeler un chat, de Laurent Gbagbo, nous a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire récente. Je dis bien récente parce que l'histoire de notre peuple est si longue, récente de notre peuple. Arrêté sur ordre d'une force coalisée, regroupant différentes entités mortifères, l'oligarchie française du mafieux Nicolas Sarkozy, je pense que mafieux lui va bien comme prénom, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies dans l'inutilité, et un camp qui a été désigné vainqueur par l'Occident, et généralement l'Occident, lorsqu'il nomme un camp vainqueur sur le continent, c'est un camp africain qui sert les intérêts exogènes. Et ce camp, on le connaît, c'est le camp d'Alassane Ouattara. Monsieur Gbagbo a passé 10 ans en exil. J'ai fait de la prison bien moins que lui. Je sais à quel point aujourd'hui, à 39 ans, cette expérience me marque. Alors je n'ose imaginer quelqu'un qui a passé 7 ans et demi, voire plus, derrière les barreaux, ce qu'il doit ressentir pour un crime pour lequel, in fine, il a été reconnu innocent. Incarcéré à tort pour la simple et unique raison qu'il savait que son pays allait partir dans les mains totalement de l'Occident. Le retour de Laurent Gbagbo sonne comme une défaite sur le long terme de la France-Afrique et de la communauté internationale à travers sa cour pénale internationale. Il y a beaucoup de réflexions politiques, philosophiques à avoir, mais je pense que le devoir de rigueur et de pudeur doit nous pousser à dire en priorité « Cher père, bonne arrivée ». Je précise aussi, si vous le permettez en préambule, qu'il est hors de question d'oublier un autre frère, qui pour l'instant est empêché de rentrer, qui se nomme Charles Blé Goudé. Parce que lorsque Laurent Gbagbo était en prison, c'était Charles Blé Goudé qui s'occupait de l'aîné. Gbagbo est de retour, mais Blé Goudé est empêché de rentrer. J'ai vu d'ailleurs la dernière interview de Blé Goudé chez les médias français. J'étais pas forcément d'accord avec tout. Mais Charles Blé Goudé est un chevalier de la détermination africaine. C'est un frère, un collègue, un camarade avec lequel j'échange par diverses voies et moyens. Et je souhaite qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire.
Pour le reste, quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Il n'y aura d'avenir pour la Côte d'Ivoire que lorsque justice sera faite. Parce que si deux parties s'affrontent, les chefs ou le chef d'une partie est envoyé en prison, et qu'on se rend compte des années plus tard que ce chef de parti est en réalité innocent, cela signifie que le coupable n'a pas encore été arrêté. Et ce coupable devra tôt ou tard rendre des comptes. Non pas dans un cadre, comme je peux l'entendre ci et là, de justice ethnique à rebours. Non, non, non. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas le candidat d'une ethnie. Il y a diverses ethnies en Côte d'Ivoire, des gens du nord, des gens du sud, des gens de l'est, des gens de l'ouest, qui s'aiment, qui s'entendent. Ce n'est pas le problème. Ouattara est le candidat de la finance internationale, du pillage du continent africain et du pillage de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands députés de la France-Afrique. Et donc on espère que le retour de Laurent Gbagbo pourra installer, et je passe le bonjour à Michel Gbagbo, pourra installer durablement dans l'esprit des Ivoiriens la volonté de la souveraineté. Tout à l'heure, vous avez parlé de justice. Selon vous, comment cette justice pourrait être faite? Vous savez, l'histoire nous a prouvé, dans différents pays, que le dirigeant d'un jour n'est pas le dirigeant de toujours. Et que le puissant d'aujourd'hui n'est pas ad vitam aeternam le puissant des lendemains. Alassane Ouattara ne va pas régner jusqu'à la fin des temps. Tôt ou tard, il y aura un changement de régime. Et je vois en Mauritanie l'ancien président de la République qui est actuellement en prison. C'est une bonne chose. Je le pense sincèrement. Comme je le dis, les prochaines élections en Côte d'Ivoire vont être déterminantes pour bien des raisons. Et Alassane Ouattara, qui a déjà brigué un troisième mandat alors qu'il n'en avait pas le droit, ne pourra pas éternellement briguer le pouvoir. Donc, je pense que si l'opposition s'organise intelligemment, met de côté les rancœurs, les rancunes, je tiens d'ailleurs à préciser, vous m'excuserez, mais c'est important de le faire, c'est une émission importante, plus que les autres peut-être même. On ne peut pas rendre hommage aux différentes composantes de la lutte sans rendre hommage à Simone Gbagbo. C'est impossible. Ma maman, avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises aussi. Simone Gbagbo est une grande dame, et elle aussi mérite qu'on lui rende les hommages. Je ferme la parenthèse. Donc ce retour est nécessaire, vital, et permettra, je l'espère, de redynamiser la politique de cohésion de l'opposition face à l'oligarchie prédatrice représentée par les forces endogènes que sont Alassane Ouattara, représentant des forces exogènes, l'oligarchie française que nous connaissons déjà. D'accord. Monsieur Kémy Séba, parlant de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, seriez-vous, je vous fais deux propositions, que monsieur Laurent Gbagbo nourrisse de nouvelles velléités d'accession à la souveraineté, enfin à la présidence de son pays. Entre cette proposition donc et celle de peut-être laisser passer le relais à la jeune génération, je veux parler d'un certain Guillaume Soro par exemple, laquelle de ces deux propositions vous agréerait, vous? D'ailleurs, j'ai appris que Guillaume Soro, dans un règlement de compte que essaie de lui faire subir Alassane Ouattara, a été condamné à la prison à perpétuité. Dans une justice bananiesque, qui n'a pas d'autre nom, quels que soient les griefs parce que beaucoup d'Ivoiriens m'écrivent par rapport à Guillaume Soro. En tout cas, ces dernières années, il a fait partie quand même, on peut le reconnaître, de ceux qui s'opposent le plus, pour des raisons qui lui appartiennent, à Alassane Ouattara. Moi, je constate une chose. Ce n'est pas à d'autres de décider pour les Ivoiriens, c'est au peuple ivoirien lui-même. Moi qui vous parle, j'ai été jusqu'à transgresser des interdictions de territoire pour aller aider à mobiliser les gens contre le pouvoir néocolonial représenté par Ouattara. Ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues étaient des gens qui étaient parfois censés être de l'opposition. Donc, moi je pense que la Côte d'Ivoire, ceux qui doivent décider de qui prendra le pouvoir, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. C'est les Ivoiriens, c'est le peuple ivoirien, c'est la nation ivoirienne elle-même, et que les gens à l'extérieur peuvent apporter tout ce qu'ils veulent, mais rien ne pourra être décidé sans la volonté des Ivoiriens eux-mêmes. Nous, on ne peut faire que de l'assistance.
tout ce que j'ai pu faire dans la plupart des autres pays en termes de mobilisation. La première fois, j'ai été interdit de le faire parce que Ouattara m'a expulsé, arrêté, expulsé. La deuxième fois, parce que beaucoup étaient terrorisés et d'autres de l'opposition étaient même achetés par le pouvoir. Je pense qu'on peut le dire. Donc je suis parti déchu humainement de ce que j'avais vu politiquement de l'opposition. Je pense que le retour de Laurent Gbagbo va catalyser un certain nombre de choses. J'espère qu'il y aura une convergence des forces. Est-ce qu'il faut que ce soit toujours des aînés qui prennent le pouvoir? Ce n'est pas à moi de dire ça. Vous savez, il y a des pays dans le monde où il y a des gens qui sont extrêmement vieux, mais qui sont des très grands sages. Et je suis pas un gérontophobe, ni un gérontophile. Je suis un amoureux de la justice et du talent politique. Donc il y a des gens qui sont talentueux vieux, et il y a des gens qui sont talentueux jeunes. Une chose est certaine, que la personne qui dirige le pouvoir, soit un homme ou une femme, soit du nord ou du sud, soit chrétien ou musulman, quelle que soit son obédience, ce qui est certain, c'est qu'il ne doit pas être Alassane Ouattara. Tout le reste passe. Et je termine juste avec un petit point, en rebondissant sur l'exemple de Guillaume Soro, mais ça va me permettre de rebondir sur la situation politique béninoise, si vous le permettez. On ne devrait pas, en politique, pour sanctionner des adversaires, les pousser à l'exil de leur pays. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas faire ça. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, réglez les choses sur le terrain des arguments. Mais si ce dernier prend l'avion, décide de prendre l'avion par lui-même, on ne peut pas l'en empêcher. Mais qui est-ce qui a pris l'avion par lui-même? Là, je vois que vous reprenez votre habit de défenseur du régime béninois, mais dites-moi. Quand vous parlez de forcer les gens à l'exil, est-ce que c'est pas plutôt eux-mêmes qui se forcent à l'exil? Vous avez des exemples précis? Non, mais tous ceux à qui vous avez fait allusion. Comme qui vous pouvez citer des noms? Dans le cas du Bénin, je pense, j'ai rien contre eux personnellement, je suis dans mon rôle de journaliste. Sébastien Adiavon, Komi Kouché, et plein d'autres opposants béninois. Tout le monde peut prendre l'avion par lui-même, mais tout le monde veut rentrer. Quand ils ne peuvent pas rentrer, c'est parce qu'on leur met des mandats d'arrêt ou on leur colle des affaires. Tout comme on l'a fait avec Guillaume Soro. Tout comme on l'a fait avec différents opposants politiques en Afrique. La question n'est pas de savoir si les uns ou les autres ont raison. Tout le monde sait que moi je suis un libre penseur et que je ne fais d'atalakou à personne. Personne n'est parfait. Ni vous, ni moi. Ni vous, ma chère Maoulé. D'accord? Mais on ne doit pas pousser des gens à l'exil. C'est inadmissible. Et j'espère que dans l'Afrique de demain que nous sommes en train de construire ardemment en luttant contre la France-Afrique et pour l'autodétermination, j'espère puissamment que cette règle d'exiler un adversaire politique pourra changer. C'est pas quelque chose qui devrait être fait. Voilà, je termine dessus. Et donc, jeune ou vieux, pour conclure ma réponse à votre question, ce qui compte, c'est l'intensité, la réflexion, la volonté et la vision politique. Le reste, et surtout l'insoumission vis-à-vis de la France-Afrique. Alors, Camille, en tant que chroniqueur politique, après analyse, est-ce que vous avez l'impression que le peuple ivoirien est assez prêt à affronter cette nouvelle tournure que prend le pays? Il y a une chose qui est certaine, Maoulé, c'est que la population ivoirienne ne veut plus jamais revivre les affrontements qu'elle a vécus il y a 10 ans. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. J'ai arpenté les différentes rues. Moi, j'étais à Abidjan, j'étais aussi dans quelques villes aux alentours. La population, quel que soit le camp politique, ou le clan politique, ou l'ethnie, ou la religion, la population en a marre. Elle veut vivre. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que vous soyez Baoulé, que vous soyez Ani, que vous soyez Bété, que vous soyez Sénoufo, les gens veulent vivre. Ils sont fatigués de voir leur vie confisquée par des querelles politiques en haut, de gens milliardaires en CFA qui n'ont pas leurs problématiques au quotidien. Donc, la population, je pense, va être un très grand arbitre de ce qui se passera aussi. Mais la population veut du changement parce elle sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il ne faut pas néanmoins, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher au président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ne faille pas néanmoins saluer le fait qu'il ait facilité le retour à son opposant traditionnel en lui facilitant l'accès au passeport diplomatique et autres? Il s'est activement impliqué dans la facilitation du retour de Gbagbo. Si moi, je prends le pouvoir, vous étiez l'ancien président, vous réclamiez le pouvoir, je vous expulse, je vous envoie en prison. 10 ans après, la justice prouve que j'avais tort de vous expulser et de vous envoyer en prison. On était en conflit, il y a eu des morts, je vous ai accusé, la justice prouve que c'est vous qui avez raison.
Vous pensez que c'est un luxe que je ferais de vous permettre de rentrer dans votre pays alors que vous avez été accusé à tort? Et à un moment donné, il faut que l'Africain soit exigeant avec lui-même. Il faut qu'on arrête de se contenter du rien et dire que le rien est tout. Alassane Dramane Ouattara doit 1000 fois plus à Laurent Gbagbo que ce qu'il a fait. Monsieur Ouattara, et je sépare, je dis, je répète, je ne parle pas des gens du Nord, je ne parle pas les Ivoiriens du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest sont un peuple. Et je les aime de toute mon âme. C'est ça le panafricanisme. Mais Alassane Ouattara est l'agent de l'extérieur. Et la manière dont il se comporte est une manière inadmissible. Le jour où je commencerai à saluer Ouattara, c'est quand Ouattara lui-même démissionnera et se rendra à la CPI. Merci Kemi Seba pour votre rapport à cette première partie de notre émission. Et donc actuellement, nous tombons sur la deuxième partie et nous parlons de l'avenir de la France-Afrique. Alors Kemi, qu'avez-vous à dire sur l'avenir de la France-Afrique suite aux récents événements ayant frappé le partenariat bilatéral? Quand on étudie dans le détail ce qui se passe à l'heure actuelle au Mali, on sait que la France n'est pas prête de partir. Ce qui s'est passé, c'est que la France a perdu pied sur bon nombre de sujets. Elle a montré qu'elle était incapable de gérer les choses comme elle le prétend, contrairement à ce qu'elle prétendait. Et j'ai envie de vous dire d'ailleurs que le fait qu'elle ne gérait pas les choses n'était pas tant un problème pour elle, puisqu'elle était là pour sécuriser l'accès aux ressources. Son problème n'a jamais été de libérer le Mali, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Il se trouve que là, par contre, leur incompétence commence à être vue du monde entier. Et donc, ce que Manu Macron appelle le retrait des troupes françaises est en réalité un appel au renfort. Et j'ai envie de dire que la France appelle ses petits copains en renfort pour piller le Mali. En aucun cas, la France part. Il y a une transfiguration, une transformation du format de la présence française. Avant, la France était seule, parce que l'Occident, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne en Afrique ou au Moyen-Orient. Ils se répartissent les rôles entre eux. Ils se disent, bon, ça, c'est votre ancien précaré. Là-dessus, vous gérez mieux les choses que nous, donc on vous laisse le faire, mais on se partage le butin après. Comme ce qu'ils ont fait quand ils sont partis piller la Libye de Muammar al-Kadhafi. Ils sont tous allés de manière coalisée. Bon, là, tout le monde s'est servi, mais il y a des endroits qui sont des précarés des uns et des autres. Le Mali, c'est plus censé appartenir à la puissance coloniale française. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur mental de colon. Et partant de ce principe-là, donc Macron qui concède à demi-mot, même s'il essaye de rejeter la faute sur les chefs d'État africains, il concède qu'il n'est pas apte à gérer les choses tout seul. Et donc, il appelle les autres, différents petits pays qui, objectivement, ne sont pas forcément des foudres de guerre, mais ils se disent que plus ils seront nombreux, plus la fête sera folle. Peut-être que c'est comme ça qu'il fonctionne, mais je ne suis pas sûr que la population africaine en raffole de la présence néocoloniale occidentale de manière générale. Donc il n'y a pas de départ français, il n'y a pas de départ américain non plus, contrairement à ce que les Américains disent avec Africom, parce que Africom sera toujours là. Donc là, ça veut dire que finalement, c'est pas demain la veille pour le départ de ces troupes impérialistes du continent africain. Il y a une puissante montée du sentiment anti-français au Mali. Il faut qu'on le dise. Et ce sentiment anti-français, anti-élite française, précisons-le, au Mali, parce que les Gilets jaunes sont venus là-bas, ils n'ont pas été mangés, hein. Ils ont pas fini dans un plat local malien. Donc non, c'est pas le prolétariat français le problème, c'est l'élite française. Et le constat, il est viscéral. Additionné au fait qu'il y a des débâcles de part et d'autre face aux forces dites, entre guillemets, djihadistes qui sont face à elles. Donc, la coordination de ces deux facteurs a rendu la présence de la France seule impossible, et donc la France s'est dit, il faut qu'on appelle à la rescousse les petits copains. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je peux vous assurer que ce qui s'est fait contre la force française se fera, et je le dis de source sûre, et j'y participerai, d'accord, contre les forces coalisées occidentales qui vont venir prêter main forte aux petites armées de Manu Macron. Que proposez-vous pour un départ réel et définitif de ces impérialistes? Il faut changer le braquet des alliances géostratégiques face à la perdition que connaît à l'heure actuelle la situation malienne et la population malienne, l'armée malienne de manière générale. L'armée malienne est sous-armée face à une coalition de groupes surarmés que l'on appelle terroristes en fonction des latitudes médiatiques et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'ils soient capables, comme ça a été fait dans différents endroits du monde, Venezuela avec Monsieur Maduro qui s'est allié à un moment donné aux Russes, la Syrie, Bachar al-Assad qui s'est allié à un moment donné aux Russes, eh bien, le courant actuel est de trouver, à la fois chez les Russes
et je pense chez d'autres alliés, il y a des Turcs aussi, la Chine, quelles que soient les velléités ou le regard politique qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses qui ne vont pas vis-à-vis des Chinois, il faut être capable aussi de prendre ces différents alliés. Et c'est l'addition géostratégique de ces différents partenaires qui pourra être capable de faire tampon, comme ça l'a été dans les autres pays présentement cités, que sont le Venezuela ou la Syrie. C'est ce qui a manqué à quelqu'un comme Kadhafi, qui a eu le tort de vouloir commercer avec les Occidentaux, alors que pendant des années et des années, boycotté par eux, il est boycotté en retour. Le jour où il a voulu se rapprocher d'eux, ils l'ont trahi à la moindre occasion, et il n'y a eu personne qui était avec lui pour le défendre. C'est ce qu'a évité Bachar al-Assad, c'est ce qu'a évité Maduro, et je pense que le Mali évitera aussi cette situation s'ils sont capables de s'entourer de différents partenaires, pas d'un seul. Parce que quand un pays en état d'extrême fragilité s'associe à un pays superpuissant, le risque, c'est que le nouveau pays superpuissant devienne la force coloniale qui remplace. Mais si vous additionnez à un partenaire géopolitique un autre et un autre, eh bien, ce sont différents pouvoirs qui s'annihilent, on va dire, d'accord? Et ça offre justement une multitude de choix pour le demandeur, justement, de partenariat. En termes de synthèse, c'est ce qui se passe et c'est ce que nous proposons. Et c'est ce qui est entendu aujourd'hui par mon cher frère Assimi Goïta, le président de la transition, qui réfléchit très sérieusement, je peux vous le dire de source sûre, à ces questions, et qui ira petit à petit, je pense, vers justement les choix tels que les BRICS le recommandent, avec toujours du recul, de la nuance, de la distance, parce que je le répète, l'Afrique ne pourra jamais être sauvée par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Merci Kami Seba pour votre décryptage sur ces deux sujets. On espère vous revoir très bientôt pour de nouveaux sujets. Acquitté pour crime contre l'humanité, Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan après 10 années en détention. L'ancien président veut inscrire son retour dans le processus de la réconciliation nationale. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.